Cette semaine en enquête, le drame de la famille Shafia vu de l'intérieur. Il frappait Rona et Touba devant les enfants. Lui disait « Si tu vas voir la police, je vais t'enfoncer un couteau dans le ventre. » Comment vous avez appris la mort des filles? Par les nouvelles. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu ça? Que ce n'était pas un accident. Bienvenue à Enquête. Y a-t-il des leçons à retenir de l'horrible drame de la famille Shafia, surtout qu'on sait que plusieurs signaux laissaient croire au pire? Vous allez entendre cette semaine l'histoire des Shafia, racontée par ceux et celles qui ont tenté de les aider. Des membres de la famille, des amis, des professeurs, une avocate, une policière, des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, certains se sentent coupables de ne pas avoir sauvé la vie des trois sœurs et de la première épouse de leur père. Enquête sur une famille vivant sous le joug d'un homme prêt à tuer pour sauver ce qu'il appelait l'honneur. Les enfants nommaient, jour après jour, être victimes de violences. Elles vivaient comme des prisonnières. Il frappait Rona et Touba devant les enfants. Lui disait « Si tu vas voir la police, je vais t'enfoncer un couteau dans le ventre. » J'aurais dû la prendre par la main, l'amener dans un refuge. Comment vous avez appris la mort des filles? Par les nouvelles. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu ça? Que ce n'était pas un accident. Je me suis sentie tellement coupable. Le 30 juin 2009, quand Rona Amir Mohammad et les trois sœurs Shafia ont été repêchées des eaux du canal Rideau à Kingston, en Ontario, plusieurs n'ont pas cru à la thèse de l'accident. Depuis un an, les quatre femmes avaient appelé à l'aide à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les gens qui ont tenté de les aider se demandent comment ils auraient pu faire plus. Mon nom est Rona, fille de Amir Mohammad. Je suis née le 25 juillet 1960 à Kaboul, en Afghanistan. 2 ans après la mort de Rona, ces mots nous parviennent à travers son journal personnel. Je viens d'une famille libérale qui m'imposait peu de restrictions. J'étais une jeune fille timide. Rona avait 8 frères et sœurs. Wali et Diba sont venus de France pour témoigner au procès des membres de la famille Shafia. Aujourd'hui, j'étais partie au cimetière. Je regarde ma sœur et 3 filles aussi. Je me choquais beaucoup avec mon frère et j'ai pleuré beaucoup. Rona a 18 ans et vient de terminer ses études quand son père la marie à Mohammad Shafia. C'est à l'hôtel intercontinental le plus chic de Kaboul que se tient la cérémonie. Shafia n'a pas d'éducation, mais il a le sens des affaires. Il avait le sens de trouver de l'argent, c'est ça. Et il était doué pour ça. Et des fois, il rigolait, il m'a dit, écoute-moi, vous avez fait l'université d'économie, tout ça, regardez, moi, je trouve facilement de l'argent. Il a construit une jolie maison à Kaboul, dans le quartier chic. Shafia possède un magasin de matériel électronique dans le centre-ville de Kaboul. Le couple a tout pour être heureux. Mais après 2 ans de mariage, Rona n'est toujours pas enceinte.
Chez nous, la femme qu'on va marier, il fallait que dans la première année ou 12e année, elle fait le bébé. Sinon, après, les gens, ils parlent. Shafia demandait à Rona, « Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis prêt à couper mes bras pour avoir un enfant. » Après 7 ans sans enfant, mon mari a commencé à s'en prendre à moi. Il m'empêchait d'aller voir ma mère, critiquait ma cuisine, trouvait des excuses pour me harceler. J'ai fini par lui dire « Vas-y, prends une autre femme. » Je n'y peux rien. En 1988, Rona assiste au mariage de son mari avec Touba Yaya, 19 ans. Les deux épouses vont vivre sous le même toit. Chaque année, Touba accouche d'un nouveau bébé. Elle en aura 7. La 3e, Sahar, est donnée à Rona. Quand Sahar a eu 40 jours, sa mère me l'a donnée. Elle m'a dit « Elle est à toi. Tu en as la responsabilité. » C'était l'idée de Touba. J'étais très heureuse. En 1992, la guerre civile s'intensifie à Kaboul. Comme des milliers d'Afghans, la famille Shafia déménage au Pakistan. 4 ans plus tard, nouveau déménagement. Ils s'installent à Dubaï. Les enfants fréquentent un lycée islamique privé. Au début, on a été heureux à Dubaï, mais pour moi, ça n'a pas duré. Touba a exigé que Shafi ne dorme plus avec moi. Elle s'achetait des bijoux, prenait des cours de conduite. Elle m'a retiré la gestion financière et l'organisation de la maison. J'étais misérable. Après 8 ans à Dubaï, Shafia obtient un visa d'affaires pour l'Australie où il veut s'établir de façon permanente. Toute la famille déménage à Melbourne. Mais la tentative d'immigration ne fonctionne pas et Shafia perd beaucoup d'argent. De retour à Dubaï, la famille emménage dans ce complexe d'appartements. Shafia est frustrée par son échec. Il était toujours de mauvaise humeur et passait sa colère sur moi. Il a commencé à me frapper. Il disait « Retourne à Kaboul, je ne peux pas t'avoir constamment sur les talons. » Ma vie était devenue une torture. Tranquillement, les affaires de Shafia redémarrent. Il faisait des importations des voitures japonaises, en gros, de 2e main, et il revendait, il envoyait en Afghanistan, il a envoyé au Pakistan, toutes les voitures de Toyota ou des 4x4, tout ça. En juin 2007, Shafia obtient un visa canadien d'immigrant investisseur. La famille de Touba habitait au Canada. C'est pour ça qu'elle voulait venir ici. Toute la famille s'envole pour Montréal. Mais comme Shafia n'a pas le droit d'avoir 2 épouses au Canada, Rona est envoyée en France, où habite sa sœur Diba, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Elle avait les photos des enfants. Ma sœur, elle était triste. Elle embrassait les photos. Le matin, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que les enfants n'étaient plus là. C'était insupportable. Je pleurais tous les jours. Tous les jours, elle appelait les enfants au Canada. Les enfants l'appelaient Maman Rona. Shafia entame des procédures pour obtenir un visa de résidence temporaire pour Rona. Dans cette déclaration, il dit qu'elle travaille pour lui, qu'elle s'occupe de sa maison et de ses enfants depuis 17 ans. Et Rona, qu'est-ce qu'elle pensait de ça, aller vivre au Canada? Rona, elle voulait être avec les enfants. Ça ne changeait rien pour elle. Il m'a dit que Touba, elle a fait ses enfants comme une mère porteuse. Et si je ne vais pas là-bas, c'est les enfants, des fois son père il est en colère ou sa mère, et je suis toujours comme un bouclier devant tout le monde. Rona s'envole pour Montréal en novembre 2007 avec un visa de 3 mois. Dans l'avion qui l'emporte vers les enfants qu'elle aime, elle ne se doute pas qu'elle entame la période la plus difficile de sa vie. Après la pause, le contrôle absolu du père sur la vie des Shafia. C'était un patron. Il était évidemment en contrôle de Mme Rona, c'était clair. C'était lui qui décidait. Il avait mis sur pied un service d'espionnage dans sa propre maison.
arrive à Montréal en novembre 2007. Elle emménage avec la famille au rez-de-chaussée de ce duplex du quartier Saint-Léonard. Des procédures sont entreprises pour obtenir sa résidence permanente. Elle était accompagnée de M. Chafi, qu'elle me présentait, qui se sont présentés comme étant cousins et cousines. Sabine Venturelli a été engagée par Mohammad Chafia pour s'occuper du dossier d'immigration de Rona. Je n'ai jamais pensé que c'était sa femme. Mais en revanche, j'étais certaine qu'elle avait été mariée. Lorsque je lui ai posé la question sur son mariage, elle a commencé à me répondre et M. Chafi l'a arrêté en disant c'est pas la peine de parler de ça. Comment vous décririez l'homme qui était dans votre bureau? C'était un patron. Il était évidemment en contrôle de Mme Rona, c'était clair. C'était lui qui décidait. Rona n'a pas le droit de travailler ou d'étudier. Elle ne parle ni anglais ni français. Elle est totalement dépendante de Chafia et de sa coépouse, Touba. Elle gardait mon passeport. Elle me disait « Ta vie est entre mes mains. Tu n'es pas sa femme. Tu es ma servante. » Les enfants Chafia sont en pleine adaptation. Ils fréquentent des classes d'accueil pour immigrants. Zénab, qui vient d'avoir 18 ans, fréquente ce centre d'éducation aux adultes avec son frère Ahmed, qui a 16 ans. C'est ici qu'elle rencontre Amar Waïd, un Pakistanais de 24 ans. Elle est une fille qui était toujours souriante, qui aimait vivre la vie. Puis je ne l'ai jamais vue, elle, vraiment être en chicane. Elle était toujours contente. Dès le début de leur relation, Zénab envoie un courriel de mise en garde à Amar sous le pseudonyme de Miss Kabouli. Méfie-toi de mon frère. Si tu veux me parler, viens à la bibliothèque. Mais si mon frère est là, comporte-toi comme un étranger. Je ne veux pas qu'il ait la moindre idée que nous sommes amis. De quoi il avait peur? Elle était peur que son père ou son frère, ils vont les tuer ou ils vont les frapper. Un jour où Zénab est seule à la maison avec Rona, elle invite Amar à lui rendre visite. J'étais allé chez elle, puis elle m'a dit d'aller dans le sous-sol. Puis après, elle est descendue, elle m'a dit va cacher dans le garage, son frère il est en train de venir. Après cet incident, Zénab n'a plus le droit de sortir de la maison, même pour aller à l'école. Elle n'avait pas le droit de même sortir de sa chambre, au moins seulement pour aller prendre son manger. Pendant longtemps? Oui, c'était à peu près pour 6 mois. Amar n'a jamais compris comment Ahmed avait su qu'il avait un rendez-vous avec Zénab. Latif Haïderi a peut-être une explication. Chafia a éduqué ses enfants en les montant les uns contre les autres. Il les incitait à la délation. Il avait mis sur pied un service d'espionnage dans sa propre maison. Latif est l'oncle de Touba. Avant le drame, sa famille fréquentait celle de Mohammad Chafia. Il pensait que tout devait être fait à sa façon. Ça ne lui venait pas à l'esprit que les autres aussi avaient le droit de vivre. Depuis l'arrivée de la famille au Canada, Mohammad Chafia passe beaucoup de temps à Dubaï, où il a conservé un appartement. À Sharjah, une ville voisine de Dubaï, il possède un garage où il répare et entrepose des voitures japonaises usagées avant de les revendre. Au Québec aussi, Chafia fait des affaires. Il achète un petit centre commercial d'une valeur de 2 millions de dollars à Laval. Il fait aussi construire pour sa famille cette luxueuse résidence en banlieue de Montréal. Depuis des années qu'il a accumulé cet argent. Il a acheté des terrains, il a acheté des maisons, il a acheté ci, il a acheté ça. Il avait des actions à droite, à gauche. Et c'est ça qu'ils ont conseillé. Il a fait en liquide, il a ramené tout ici. Les affaires vont bien, mais à la maison, les tensions sont vives. À l'école, les enfants commencent à parler de leurs difficultés. Tout était en lien avec le mode de fonctionnement familial, avec la non-ouverture de la famille face à la culture occidentale, face à la possibilité de sortir, d'avoir des amis, de socialiser.
Nathalie Laramé était directrice des classes d'accueil à l'école Antoine de Saint-Exupéry. Bien des fois, les filles, certaines d'entre elles, nommaient avoir peur de rentrer à la maison. Les craintes étaient toujours présentes, mais lorsque le père s'apprêtait à revenir de l'étranger, là, le niveau de tension montait beaucoup. En l'absence de Shafia, c'est Ahmed, le fils aîné, qui surveille et discipline ses sœurs. En mai 2008, Sahar vit une confrontation particulièrement difficile. Une de ses professeurs a témoigné au procès Shafia. Elle avait été frappée avec des ciseaux. Elle m'a dit que c'était son frère. Elle était triste, elle avait peur. Elle avait pris des médicaments parce qu'elle voulait mourir. L'école décide de faire un signalement à la DPJ. L'appel est transféré à Batcha, la DPJ anglophone. Le signalement a été retenu en code 1, donc avec intervention immédiate sur les lieux. La travailleuse sociale qui s'est rendue à l'école raconte. Sahar était en larmes. Sa première réaction a été de demander si ses parents allaient être mis au courant du signalement. Elle avait très peur de ça. Je lui ai dit que je n'avais pas le choix. Sahar se referme complètement. Quand les parents se présentent à l'école, il nie tout. La travailleuse sociale prend alors une décision qui étonne le personnel de l'école. Que la sécurité ne semblait pas compromise, que la vie de la jeune n'était pas en danger, donc qu'elle pouvait réintégrer le domicile familial la même journée, en compagnie des parents. 2 jours plus tard, quand la travailleuse sociale revient à l'école, Sahar dit que sa mère la traite mieux et que Ahmed ne la frappe plus. Batcha décide de fermer le dossier. La travailleuse sociale note que Sahar porte désormais le hijab. Je me promène dans les parcs et je pleure. À la maison, personne ne me parle sauf Giti et Sahar. En cachette, quand leur mère n'est pas là. C'est très souffrant pour moi. Pour Rona aussi, la vie à la maison est pénible. Son mari la battait, lui tirait les cheveux, la traînait par terre, lui donnait des coups de pied. Fahima Vorgetz est une parente éloignée de Rona qui habite aux États-Unis. Pendant 1 an, elle a reçu des appels désespérés. Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait tant sacrifié pour cet homme. Elle pleurait tout le temps. Elle soupirait et disait « Je prie Dieu pour que cet homme soit puni pour ce qu'il fait. » Rona appelle toujours de cette cabine téléphonique en cachette. Imaginez, elle avait 50 ans et elle n'avait pas le droit de téléphoner à ses sœurs et à ses frères. Rona utilise tout son argent de poche pour acheter des cartes d'appel. Shafia lui donne 50 $ par mois, la même allocation qu'aux enfants. Mais pourquoi elle tolérait ça? Parce qu'elle avait peur. Il la menaçait. Il disait que si elle allait à la police, ils allaient l'expulser du Canada, la renvoyer en Afghanistan. Elle avait peur, une fois là-bas, de se faire assassiner par la famille de Shafia. Rona a peur avec raison. Au printemps 2009, alors que son dossier d'immigration est presque complété, son avocate reçoit un appel surprenant de la tante de Touba qui sert d'interprète. Monsieur Chafi me demandait d'arrêter le dossier et de faire en sorte que Madame Rona quitte le Canada. Et il m'offrait des honoraires de 10 000 $. C'est 5 fois plus que les honoraires prévus. Mais l'avocate refuse. Je lui ai dit, je veux lui en parler à elle et on verra si vraiment elle veut quitter le Canada ou pas. Quelle a été la suite à cet appel-là? Mais j'en ai plus jamais entendu parler. Toujours
au printemps 2009, Zeinab reprend contact avec Ammar Waheed, son amoureux pakistanais qu'elle n'a pas vu depuis près d'1 an. Quand Shafia le découvre, il est furieux et la frappe. Elle m'a appelé, elle me dit « Viens me chercher, je ne veux plus rester ici, viens me chercher tout de suite ». Ammar emmène Zeinab dans un refuge pour jeunes femmes en difficulté. Quand Ahmed apprend que sa sœur a quitté la maison, il appelle la police. Quelques heures après l'appel de Ahmed, les policiers de Saint-Léonard reçoivent un autre appel. La constable Anne-Marie Choquette se rend au domicile des Shafia. 4 adolescents avaient demandé à un passant de téléphoner à la police. Leur mère venait de leur dire qu'elle avait peur que leur vie soit en danger parce que l'aînée des filles, Zeinab, avait quitté la maison. Elle avait peur de la réaction du père. Les 4 adolescents, dont Sahar et Getty, lui racontent comment ils ont été battus la semaine précédente. Une des filles porte encore une marque au visage. La policière est toujours à la maison quand Shafia arrive. Les enfants ont cessé de parler. Ils étaient terrorisés. La mère et certains enfants pleuraient. Les policiers téléphonent à la DPJ. Le travailleur social arrive 3 heures plus tard. Devant Shafia, certains enfants se rétractent. Vendredi soir, 23 heures. Le travailleur social décide de suspendre le dossier jusqu'au lundi matin. Il laisse les enfants avec leurs parents. Le lundi matin, c'est un autre travailleur social qui se rend à l'école. Une fois de plus, certains des enfants minimisent leurs propos du vendredi soir. La DPJ ferme le dossier. À l'autre bout de la ville, dans son refuge, Zeinab fait des projets. On s'aimait tellement qu'on a dit « Ok, c'est mieux si on se marie ». Même on était jeunes, mais on voulait se marier. Pendant que Zeinab est au refuge, Touba reprend contact avec elle et lui dit « Je suis d'accord avec toi, on va vous laisser marier, tu peux revenir à la maison. Et si tu as peur de ton père, je déménagerai de chez lui, je vais aller lui un appartement, puis je vais rester là-bas, tu peux venir rester avec moi. » Le 1er mai 2009, Mohammad Shafia s'envole pour Dubaï. Le jour même, Touba ramène Zeinab à la maison. Selon la police de Kingston, ce 1er jour de mai marque le début du complot pour meurtre. Après la pause, le complot chez les Shafia qui prend naissance. Fazil Javad est le frère de Touba. Il habite en Suède. Il a refusé de nous accorder une entrevue parce qu'il a reçu des menaces de mort après son témoignage au procès Shafia. Après avoir raconté que quelques semaines avant le drame, Shafia lui a téléphoné de Dubaï pour lui demander d'inviter Zeinab en Suède pour la tuer. Il m'a dit invite-les en Suède, Touba, Zeinab et sa sœur. Quand elles arrivent, téléphone à Dubaï et invite-moi aussi. Il y a beaucoup d'eau là-bas. On ira sur le bord d'une rivière, on fera un barbecue. Et après, on poussera Zeinab dans l'eau pour qu'elle se noie. Je lui ai raccroché la ligne au nez. Shafia est difficile à suivre. Quelques jours après sa macabre proposition, il téléphone à Latif Haïderi, l'oncle de Touba, et lui demande d'organiser le mariage avec Ammar. Il m'a demandé de le faire, mais il n'était pas d'accord avec ce mariage. Il n'était pas content que l'ait choisi un Pakistanais. J'ai demandé à Zeinab
Pourquoi tu fais ça? Elle a dit parce que la vie à la maison pour toute la famille, mais surtout pour moi et pour mes sœurs, c'est comme d'être en prison. Le mariage de Zénab a lieu dans cette mosquée de Montréal le 18 mai 2009. Shafia n'est pas là, il est toujours à Dubaï. Le lendemain, dans ce restaurant iranien, une réception est organisée. Près du buffet, Touba est tout sourire avec les invités. Mais la famille d'Amar ne se présente pas. Est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Oui, peur que s'ils sont tellement stricts avec leur fille, toi, t'es quelqu'un qui vient d'extérieur, il peut te faire mal aussi. Pour la famille Shafia, c'est un affront. Touba et Ahmed exigent que Zénab annule son mariage. Et après ça, elle est venue me voir, puis elle m'a dit qu'on va se terminer tout ça ici, je peux pas laisser ma famille. J'étais senti tellement mal, puis j'avais pas le choix, je ne pouvais rien faire, parce que si elle veut pas, je peux pas le forcer. Le soir même, l'union est dissoute. Pour essayer de remonter le moral de Zénab, son oncle Latif invite tout le monde chez lui. Pendant que Zénab et Rona dansent au milieu des femmes de leur famille, Shafia téléphone de Dubaï et déclare à Latif: « Si j'avais été là, je l'aurais éliminé. Elle a sali mon nom. Elle m'a déshonoré au sein de la communauté afghane. Je l'aurais éliminé. » Shafia n'est pas au bout de ses peines. Sahar aussi a commencé à fréquenter un garçon. Lo que tengo es mi amor, mi corazón y muchos besos que regalarte para ti. Para siempre. A ti, mi amor. Vous l'aimiez vraiment beaucoup, hein? Ricardo est hondurien et catholique. La relation doit rester secrète. Si elle avait parlé de moi, qu'elle sortait avec quelqu'un, qu'elle avait un chum, qu'elle sortait avec un latino, ça aurait créé des problèmes avec sa famille. Elle avait peur. ¿Qué está el problema contigo por su familia? On n'était pas de la même religion. Je suis latino, elle est musulmane. Après quelques semaines de fréquentation clandestine, Sahar et Ricardo se font surprendre par le plus jeune frère de Sahar dans un restaurant. Il a commencé à me poser des questions. Qui es-tu? Comment tu l'as connu? Es-tu son chum? Oui ou non? Dis-moi la vérité. Je disais non, non, non. J'ai dû prendre une amie de Sahar et dire que c'était ma blonde. Quelques jours plus tard, le vendredi 5 juin 2009, Sahar demande l'aide de la DPJ une troisième fois. Son frère allait la dénoncer puisqu'il la considérait comme une pute. Elle craignait beaucoup pour sa sécurité. Elle craignait à nouveau d'être frappée, battue. La DPJ ne juge pas bon d'intervenir. Elle suggère plutôt d'orienter Sahar vers des ressources d'hébergement dans la communauté puisqu'elle a presque 18 ans. Étiez-vous fâchée à ce moment-là? Insultée. Outrée, scandalisée. L'école s'inquiète aussi pour la petite Getty. On parlait de tenue vestimentaire inadéquate, plusieurs retards, ensuite refus de se présenter à l'école, donc longue période d'absentéisme, vol d'un muffin à la cafétéria, non pas parce qu'ils étaient en manque, on savait que c'était une famille qui était bien nantie. Nathalie Laramé téléphone à la maison. C'est d'abord la mère qui me parle, qui parle en anglais, et m'explique qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle n'a pas de contrôle sur Getty, et que Getty veut que la DPJ intervienne. C'est pour ça qu'elle fait exprès pour ne pas aller à l'école. Getty veut quitter la maison parce qu'elle sait que ses sœurs préférées, Zénab et Sahar, vont bientôt partir. On parlait de se marier.
En fait, on voulait faire croire qu'on retournerait dans mon pays pour tromper ses parents. Mais on serait allé aux États-Unis. On aurait demandé le statut de réfugié pour elle. Cette perspective est insupportable pour Getty, comme en témoigne cette lettre à Sahar qui a été déposée au procès. Le 13 juin, Mohammad Shafia et son fils Ahmed reviennent de Dubaï. Shafia dit à Zénab qu'il lui pardonne son mariage avec Ammar. Mais tout cela n'est que façade. Ahmed et Shafia ont mis la main sur des photos que les filles gardaient dans leur cellulaire. Des photos qui provoquent leur colère. Depuis 2 semaines, d'étranges recherches Internet sont effectuées sur l'ordinateur habituellement utilisé par Ahmed. Mohammad Shafia a décidé de tuer ses filles. Avec Ahmed, il cherche où et comment. Le 22 juin, Shafia achète une Nissan Sentra usagée et annonce à la famille qu'ils partent tous le lendemain pour les chutes Niagara. La famille quitte Montréal le 23 juin à bord de 2 voitures. Dans la Nissan, Sahar et Zénab sont constamment sur leur cellulaire à prendre des photos et à envoyer des messages textes. Chaque message envoyé ou reçu laisse une trace en lien avec la tour cellulaire qui l'a relayé. C'est ce qui nous a permis de retracer les déplacements de la famille jusqu'au moment du meurtre. Après son départ de Montréal, la famille Shafia fait un énorme détour vers Grand Remous et passe la nuit dans la région. Le lendemain, finalement en route pour Niagara, vers 20h30, la famille fait un arrêt d'1 heure aux écluses de Kingston. Plus étrange encore, 2 jours plus tard, Ahmed laisse la famille à Niagara et roule près de 400 km pour revenir près des écluses de Kingston. Le 29 juin, les vacances se terminent. Vers 20h, la famille quitte Niagara pour rentrer à Montréal. Zénab, Sahar, Getty et Rona sont dans la Nissan noire avec Touba. Sahar envoie et reçoit constamment des messages textes. À 22h54, à Ajax, elle reçoit un appel de sa meilleure amie. L'appel se termine une demi-heure plus tard, à 23h30. À partir de ce moment, le cellulaire de Sahar continue de recevoir des messages textes, mais Sahar ne répond plus. Le dernier message reçu, à 1h36 du matin, a été relayé par la tour située juste à côté des écluses. Après cela, le cellulaire de Sahar s'est éteint pour toujours. Après la pause, Rona a-t-elle été tuée pour satisfaire Touba? Touba, il a dit, si Shafia tue mes enfants, il faut éliminer cette femme. Le 29 janvier 2012, Mohammad Shafia, Touba Yahya et leur fils Ahmed ont été reconnus coupables de meurtre prémédité. Selon la preuve présentée par la couronne, les 4 femmes étaient déjà mortes ou inconscientes quand la voiture a été poussée dans le canal par la Lexus de Shafia.
On a émis l'hypothèse qu'elles avaient été noyées dans ce bassin d'eau peu profonde situé près des toilettes publiques sur le site des écluses. Tout au long du procès, on a parlé de crime d'honneur. Ce n'est pas de l'honneur, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas un crime d'honneur, c'est un crime de déshonneur. Pour les proches des victimes, la colère est encore vive. Il est où le crime d'honneur pour ma soeur? Mais il n'y a pas de crime d'honneur. Ma soeur, il n'a jamais trahi son mari. Ma soeur, il n'a jamais quitté la maison sans autorisation. Rona a toujours respecté les règles de la famille. Pourquoi alors a-t-elle été tuée? Que je pense, Touba, il a dit, si Chafi tu élimines mes enfants, il faut éliminer cette femme, sinon je t'empêche de tuer mes enfants. Latif Haïderi, l'oncle de Touba, va dans le même sens. Dans le cas de Rona, c'était pour que Touba soit contente. Pendant le procès, Touba a nié ces allégations. Mais il est clair que pour elle, comme pour Shafia, Rona représentait une menace. Quand son mari la battait, des fois, elle lui demandait le divorce. Elle disait « Je veux le divorce. Donne-moi un papier qui le prouve pour que je puisse partir. » Si Rona avait demandé le divorce et révélé qu'elle était la première épouse et non la cousine, Shafia aurait perdu sa résidence permanente pour avoir fait une fausse déclaration à l'immigration. Pour le chef de famille, c'est clair que la résidence aurait été retirée. Et pour la deuxième épouse? Probablement aussi, parce qu'elle était impliquée dans ce mariage, dans ce mensonge-là. Rona n'aurait pas subi le même sort, même si elle avait fait de fausses déclarations, elle aussi. Elle aurait pu, à ce moment-là, demander l'asile en disant, voilà, j'étais contrainte, j'ai fait ces déclarations-là dans telle et telle circonstance, je suis victime de violence, donc là, je demande la protection. Et à ce moment-là, je pense qu'elle n'aurait pas eu de conséquences autres. En divorçant, Rona aurait obtenu la moitié du patrimoine familial, la moitié de la luxueuse résidence et une confortable pension alimentaire. Touba, quant à elle, aurait perdu son statut d'épouse. Aux États-Unis, Fahima Vorgetz se remet très difficilement de la mort de Rona. J'aurais dû y aller, l'amener dans un refuge. Même si elle ne voulait pas. Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Elle me disait, « Tu es mon dernier espoir, je n'ai personne d'autre. » Ça me résonne constamment dans la tête. Tu es mon dernier espoir. Du côté de la protection de la jeunesse aussi, la mort des filles Shafia a été un choc majeur. Ça nous a effectivement confrontés énormément. Ça nous a obligés à un examen de pratique. Il fallait voir, mieux comprendre ce qu'on avait fait, ce qu'on aurait pu faire autrement. La DPJ admet qu'elle n'a pas reconnu le danger. Les problèmes qui ont été nommés ne nous amenaient pas à craindre pour leur sécurité. Les éléments qui étaient nommés, on était plus, notre compréhension de ce qui se passait, on était plus dans un choc des valeurs, un choc culturel, des adolescents qui dénonçaient au fond la sévérité. La DPJ n'a pas compris que quand les enfants minimisaient leurs propos après avoir crié au loup, c'était parce qu'ils avaient peur, avec raison. Aujourd'hui, on estime qu'on aurait dû prendre en compte le risque d'un crime lié à l'honneur ou lié à ces questions-là, je dirais, de domination. Aujourd'hui, c'est dans notre radar. Aujourd'hui, ça va nous habiter à tout jamais. Mais dans une société urbaine, il y a beaucoup plus ce rapport d'anonymat. Le ministère de l'Immigration du Québec a aussi des leçons à tirer de ce drame.
Quand les gens viennent de pays comme l'Afghanistan, où il y a des crimes de déshonneur, l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, je crois que les hommes devraient être éduqués une fois ici. On devrait leur parler de la loi, des droits de la personne, des droits des femmes. On devrait les éduquer. Il existe bien une formation de 24 heures qui s'intitule « Vivre ensemble au Québec », mais elle se donne en français seulement et elle n'est pas obligatoire. Les gens comme eux devraient suivre un cours. Si vous ne passez pas le cours, pas de permis de travail. Si vous ne passez pas de visa, quelque chose comme ça. Rona et les sœurs Shafia ont été victimes de leur famille, mais aussi de notre ignorance et de notre insouciance. Après les avoir accueillis chez nous, nous les avons laissées seules dans cette maison de Montréal où la moitié de la famille vivait toujours en Afghanistan. Probablement que ces jeunes filles étaient très déchirées parce qu'elles ont certainement eu des valeurs très fortes d'attachement à leur famille. Mais d'un autre côté, elles voulaient également vivre leur vie de jeune fille. Et je pense que ça a été extrêmement difficile pour elles, ce passage-là. On les a pas aidées beaucoup, hein? Non, on les a pas aidées beaucoup.